Pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vincent de Carrière, Rémi Gomez. Merci d'être parmi nous pour animer ce troisième et dernier webinaire de notre trilogie. Nous allons parler aujourd'hui de sanctions, de responsabilités. Comme d'habitude, le support vous sera transmis avec l'attestation et vous avez la possibilité de poser vos questions en ligne et je les transmettrai au fur et à mesure à nos animateurs. Alors, merci Colette, merci à tous d'être présents. Vincent de Carrière. Donc, on va ce matin avec Rémi Gomez, avocat au barreau de Marseille, qui va se présenter dans quelques instants, eh bien, effectivement évoquer l'accompagnement du client et quelque part sa protection, si on peut s'exprimer ainsi, lorsque eh bien, on arrive dans une phase liquidative pour éventuellement éviter une recherche en responsabilité. L'idée ce matin, c'est d'avoir une approche quelque peu théorique sur certains aspects, mais rapide. Comme l'a rappelé Colette, le support sera envoyé. Et comme on l'a fait sur les deux premiers épisodes, d'avoir ce côté instantané par vos questions et nos réponses. Et surtout, pour nous, d'avoir une vision pratico-pratique, comme on dit, de manière à vous aiguiller sur la gestion d'un client difficile, le cas quand vous détectez un certain nombre de difficultés que vous n'êtes pas entendu par le client, nos recommandations. Bien évidemment, on évoquera la lettre de mission, les obligations qui sont de notre point de vue et qui ont été consacrées par la jurisprudence sur ces matières-là. Donc, de manière à, si vous voulez, avoir une vision globale, bien évidemment, c'est un point de vue, hein, bien évidemment, c'est un point de vue de deux professionnels, un avocat et un mandataire de justice. On n'a pas tout vu et on ne sait pas tout, mais bien évidemment, loin de là, mais on est là pour, et surtout, échanger avec vous. Donc, je pense que Rémi va prendre la main sur le commencement de cette présentation. Et puis, comme d'habitude, nous interviendrons tous les deux à la volée et sur le support qu'on a préparé ensemble. Bien, merci. Bonjour à tous. Rémi Gomez. Donc moi, je suis avocat au barreau de Marseille et je m'occupe essentiellement d'entreprises en difficulté. C'est un petit peu dans ce cadre-là que il m'a été demandé de vous présenter sur un plan un peu théorique, mais également et surtout pratique, la question de la responsabilité du dirigeant. Cette responsabilité du dirigeant, elle est souvent assez conceptuelle pour une raison simple, c'est qu'elle s'apprécie finalement véritablement devant les tribunaux, puisque la responsabilité ne se pose qu'en cas de condamnation par un tribunal. Et donc tout l'enjeu, en particulier de notre matinée, c'est de vous apporter quelques éclairages et vous donner peut-être, on l'espère, quelques réflexes, quelques conseils pour anticiper une éventuelle mise en responsabilité du dirigeant ou l'éviter purement et simplement. Alors, pour commencer sur cet aspect responsabilité du dirigeant, il faut peut-être, simplement pour les énoncer, balayer quelques autres hypothèses que la responsabilité classique en liquidation judiciaire qu'est la responsabilité pour insuffisance d'actifs, que l'on verra un peu plus loin et sur laquelle on se penchera davantage. Alors, juste pour que chacun d'entre vous en ait bien connaissance ou simplement pour rappel, les responsabilités du dirigeant, il y en a plusieurs et elles peuvent d'ailleurs se cumuler avec l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Il y a évidemment tout ce qui concerne la responsabilité civile du dirigeant, tant à l'égard des associés qu'à l'égard des tiers. La responsabilité fiscale du dirigeant et enfin la responsabilité pénale du dirigeant, ces différents cas de responsabilité pouvant une fois encore se cumuler avec l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Alors pour en dire quelques mots, mais très rapidement, on a tout d'abord la responsabilité civile du dirigeant à l'égard des associés. Et à cet égard, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que l'associé qui souhaiterait engager la responsabilité du dirigeant
devra alors démontrer qu'il subit un préjudice personnel. C'est très classique, mais il faut quand même le rappeler. Et pour ce qui concerne la responsabilité civile du dirigeant à l'égard des tiers, à l'entreprise, eh bien, non seulement ce préjudice doit être personnel et donc distinct de la collectivité des créanciers qui sera représenté par le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire qui se trouve à côté de moi en particulier, mais également ce dirigeant devrait avoir commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une véritable faute personnelle. Voilà pour ce qui concerne… Rémi, c'est très intéressant. Et juste pour les participants à ce webinaire, souvent, parce qu'on le voit dans notre bureau, mais si ça arrive dans notre bureau, c'est que c'est déjà a été évoqué dans le cadre du bureau de l'expert comptable, voire du commissaire aux comptes, c'est la phobie de dire, enfin, ou l'obsession de dire, je veux engager la responsabilité, moi je suis associé, je veux engager parce que soit on a le cas classique d'un couple qui s'est séparé et c'est la guerre, soit de vieux amis ou des gens qui se sont associés et c'est la guerre. Bon, et parfois, vous savez qu'il y a un côté irrationnel. Je trouve que ce slide pourra vous aider pour rappeler que ce n'est pas évident, qu'il y a quand même un certain nombre de conditions pour mettre éventuellement en cause la responsabilité du dirigeant et peut-être d'expliquer pour éviter de partir dans des débats sans fin, à votre client, si c'est le cas, que cette responsabilité elle est très encadrée de la responsabilité des associés à l'égard du dirigeant. Bien évidemment, le dirigeant, lui, il a un spectre de responsabilité beaucoup plus large, mais peut être engagé par des organes comme moi, quand je suis chargé d'une liquidation judiciaire ou le ministère public, on le verra après. Mais ça, c'est important quand même pour parfois un peu replacer le débat avec des personnes qui voudraient partir en guerre sans mesurer réellement le fait que cette responsabilité, elle est très encadrée. Absolument. Je rappelle qu'on est là dans l'hypothèse d'une entreprise qui se trouve en procédure collective et au sein de laquelle donc un associé, par exemple, envisagerait d'engager la responsabilité du dirigeant, alors même que le liquidateur judiciaire serait la personne qui, légalement parlant, est habilitée à engager l'action en responsabilité classiquement contre le dirigeant pour ces différentes fautes de gestion. Alors, il faut savoir que bien que la pratique prévoit eh bien, le principe d'un quitus accordé par l'Assemblée aux dirigeants, ce quitus, du point de vue d'une action judiciaire en responsabilité, n'absout en aucun cas la responsabilité du dirigeant. Et donc, par conséquent, on peut considérer qu'elle est sans effet, que ce quitus est sans effet. C'est d'ailleurs même prévu par la loi elle-même. Il faut ajouter qu'en droit commun de la responsabilité civile, cette action en responsabilité contre un gérant doit être réalisée dans un délai de prescription de 3 ans, qui est comparable à celui de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs qu'on verra un tout petit peu plus loin. On a également, à côté de ces responsabilités civiles, la responsabilité fiscale, ou plus exactement la solidarité fiscale du dirigeant, qui est prévue par un article que vous connaissez tous, qui est l'article 267 du livre des procédures fiscales, et qui vise des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt. C'était simplement pour vous le signaler. Le dirigeant peut donc encourir un risque majeur dans ces hypothèses et être visé personnellement et condamné solidairement à titre personnel au titre de ses impositions et pénalités. Contrairement au principe habituel en matière de responsabilité civile, il peut même être poursuivi à double titre pour ces mêmes fautes, non seulement au titre de sa responsabilité fiscale et solidaire, mais également ensuite en comblement de l'insuffisance d'actifs. Et enfin, avant d'aborder la responsabilité pour insuffisance d'actifs, reste la responsabilité pénale du dirigeant, qu'on va simplement citer aujourd'hui. On a donc les infractions classiques de l'ABS, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. Il faut savoir que dans le cadre particulier du redressement ou de la liquidation judiciaire, le dirigeant peut être poursuivi pour banqueroute
dans des cas expressément visés par la loi, qui sont en particulier, alors pour le coup, je vais les citer, il y en a 4 particulièrement qui visent l'infraction de banqueroute. Il y a le fait de retarder, enfin, les actes tendant à retarder la procédure collective, le détournement d'actifs ou la dissimulation d'actifs, l'augmentation frauduleuse du passif et enfin les délits relatifs à la tenue de comptabilité et notamment les faux bilans. Voilà en gros l'idée d'une poursuite du dirigeant au titre d'une infraction de banqueroute. Alors, juste un point sur le lien entre le pénal et le civil commercial. Par rapport à ce que tu viens de dire, Rémi, c'est que ce qu'il faut savoir pour bien appréhender le mécanisme, c'est qu'effectivement, la logique pénale et la logique commerciale ou civile ne sont pas les mêmes, notamment sur l'intention, et ce n'est pas les mêmes juridictions. Dans un cas, on est devant le tribunal correctionnel, dans l'autre, on est devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Dans un cas, on a des amendes, des peines de prison et des dommages et intérêts à verser à la partie civile. Et dans l'autre cas, on a, et dans le premier cas, toujours une possibilité d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle. Et dans le deuxième cas, on risque une condamnation pécuniaire et une interdiction de gérer ou une faillite personnelle. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que les cas que vous avez rappelés à juste titre et qui sont dans le slide au niveau des petits ronds, ces éléments-là aussi, on va le voir dans quelques instants, peuvent caractériser une faute de gestion. Ce qui veut donc dire que le même acte peut engager sur le plan pénal et sur le plan civil un dirigeant. Donc, c'est quand même pas la même chose derrière et autant vous dire qu'à choisir, il vaut mieux passer au commerce qu'au correctionnel. Mais bien évidemment, quand je dis ça, ce n'est pas pour le choix, parce qu'on n'est pas en train de… Mais c'est juste pour quand vous devez aussi sensibiliser vos clients ou leur dire qu'est-ce que je risque. Bon. Eh bien, comment on fait pour savoir ce que l'on risque? C'est que vu que ce sont les mêmes infractions, en général, tout se situera devant le tribunal de la faillite. Si vous êtes au tribunal judiciaire, association, le reste des professions sont peu touchées par les sanctions. Donc, c'est essentiellement le milieu associatif où on peut voir des malversations ou autres, ou la partie commerciale devant le tribunal de commerce, donc qui aura jugé de la faillite. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, et on va y revenir dans quelques instants, c'est qu'à partir du moment où on ouvre la procédure, on vous a déjà fait ce trait, si je puis dire, imaginaire entre la DCP avant-après. Quand on ouvre la procédure, tout ce qui est avant peut constituer une faute de gestion. Tout ce qui est après ne pourra pas constituer une faute de gestion. Ce qui veut donc dire que si un de vos clients s'est tenu à carreau jusqu'à l'ouverture de la procédure, pour différentes raisons, venez à avoir un comportement répréhensible, ça sera la case pénale pour lui. C'est-à-dire que la partie civile n'est plus possible. C'est-à-dire que les fautes de gestion, c'est du moment où elles ont été commises jusqu'à l'ouverture de la procédure. À partir de l'ouverture de la procédure, il n'y a plus de faute de gestion. En période d'observation jusqu'à l'éventuelle liquidation, tout ceci est couvert par un éventuel risque de responsabilité pénale. Donc, c'était important, me semble-t-il, de le rappeler, comme vient de le faire Rémi, sur le fait qu'on parle beaucoup de fautes de gestion, mais il faut savoir les replacer dans le temps, ces fautes de gestion. Donc, retenez sur cette première partie de l'intervention que ces fautes de gestion, elles sont jusqu'à l'ouverture de la procédure. Comptez de l'ouverture de la procédure, ce ne sont plus des fautes de gestion. Ce sont des fautes qui peuvent avoir une qualification pénale, avec donc ces éléments que je viens de rappeler et les conséquences. On enchaîne, Rémi, sur la responsabilité, pour le coup, responsabilité pour insuffisance d'actifs, RIA. Alors, on va essayer ce matin avec Rémi de s'appesantir un petit peu plus sur ce spectre des responsabilités. Comme on a pu le voir dans le cadre du report de la cessation des paiements, vous verrez que là aussi, dans le livre 6, le législateur fait état de notions. Alors, la première notion auquel je faisais référence, c'est la cessation des paiements. Alors, on vous dit,
au-delà de 45 jours de cessation des paiements, il faut. Bon. Mais on a vu avec Vincent Gilibert que cette définition, elle était juridique, qu'elle s'appliquait souvent dans un contexte financier et que donc la jurisprudence avait amené des éléments pour comprendre la définition, pour comprendre ce qu'il fallait mettre dans cette cessation des paiements ou pas. Là, on vous dit le texte, l'article qui est à l'écran, 651-2 alinéa 1, donc on est toujours dans le livre 6, hein, pour information et pour ceux qui ont suivi cette trilogie. Plus on monte dans le code de commerce, c'est-à-dire que 61, c'est le mandat ad hoc, et puis et la conciliation, hein, 61, et puis 62, la sauvegarde, 63, 6.3, le redressement, 64, la liquidation, 65, les sanctions. Hein. Donc, plus ça monte, plus malheureusement, on arrive sur un terrain. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est pas bon. Voilà, hein, à utiliser le code de commerce, il vaut mieux rester sur le début que d'aller vers l'augmentation des numéros. C'est pas mieux payé, hein, on va dire. Donc, et là, on vous dit que lorsqu'une liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance et qu'il y a des fautes de gestion, hein, eh bien, que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance active, eh bien, cette partie d'insuffisance active peut être supportée par les dirigeants. Que ce soit des dirigeants de droit, de fait, solidairement, indépendamment, on va le voir. Il y a une notion aussi de simple négligence quand même qui a été introduite dans le texte. C'est la loi Sapin je crois que vous connaissez bien cette loi, qui a prévu le fait que la simple négligence du dirigeant de droit ou de fait eh bien, peut exonérer sa responsabilité. Mais ça, c'est l'article fondateur des conditions de la responsabilité pour insuffisance d'actifs. La faute de gestion, elle est établie comme ça, c'est-à-dire si vous avez commis une faute de gestion. Donc là, l'intérêt aujourd'hui de ce webinaire et de nos échanges, c'est effectivement d'essayer de vous dire comment on peut caractériser ces fautes de gestion et vous donner un certain nombre d'exemples pour là aussi essayer d'avoir une vision la plus complète de la mise en état de cette action. Peut-être, pour être aussi pratico-pratique, sur une juridiction comme Marseille, où il y a à peu près entre 900 et 1100 ouvertures par an, à peu près, hein, eh bien, sachez que les sanctions, dans leur globalité, représentent 60 à 80 dossiers par an. Donc entre 7 et 8%, entre 6 et 8% dossiers. Donc, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, bien évidemment, pour ceux qui seraient eh bien, concernés par ce type de faute. Mais il n'y a pas non plus d'automaticité. Hein. On a quand même un regard, avec les juges consulaires, on a un regard bienveillant jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que le législateur a introduit la notion de la négligence. On a aussi le fait que parfois il y a des gens qui sont au bout du rouleau. Donc, il n'y a pas d'automaticité dans la mise en place des sanctions. Par contre, les récidivistes, les petits malins qui font de la distorsion de concurrence en déposant tous les 2-3 ans, ou ceux qui ont manifestement privilégié leurs intérêts au profit de leurs créanciers, en général, ils ont à en répondre devant la juridiction. Alors, justement, en parlant de ça, qui peut mettre en place cette procédure ? C'est eh bien, le liquidateur, le ministère public ou les créanciers lorsqu'ils forment une majorité et qu'ils sont nommés contrôleurs dans le cadre de la procédure. Donc, c'est une action attitrée, tout le monde ne peut pas la mener, donc procureur de la République, organe de la procédure et les créanciers nommés contrôleurs. Pour être nommé contrôleur, il peut être nommé au maximum 5 contrôleurs. Ces contrôleurs sont nommés par le juge commissaire et doivent être au moins 2 pour pouvoir, et après avoir mis en demeure le mandataire de justice, de faire cette action et qui ne la fait pas, ont la possibilité
vient d'avoir un contre-pouvoir et de mener cette action devant le tribunal. Donc ça, c'est l'auteur de la procédure de sanction. L'action se prescrit par 3 ans à compter de la liquidation judiciaire. Alors, là aussi, rien n'est simple, parce qu'on vous parle là de responsabilité pour insuffisance d'actifs. On parlera tout à l'heure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer. Donc, la responsabilité pour insuffisance d'actifs, c'est une action qui se traite, qui est une demande pécuniaire à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait ou des anciens dirigeants. Là aussi, précision, on ne parle que de dirigeants. Donc, les associés ne sont pas dans le spectre de cette possible condamnation, sauf à ce qu'ils aient été des dirigeants de fait. Donc, mais ce qu'il y a lieu de noter, c'est la prescription. La prescription se compte à compter de l'ouverture de la liquidation. C'est-à-dire que si vous avez eu un redressement et que quelques mois après, la liquidation est prononcée, si on doit bien comprendre le mécanisme de prescription, c'est à compter de l'ouverture de la liquidation. En revanche, pour tout ce qui est faillite personnelle et interdiction de gérer, c'est l'ouverture de la procédure. Donc, si on reprend mon exemple d'il y a quelques instants, c'est bien l'ouverture du redressement que le compteur commence à tourner. C'est-à-dire sauvegarde, redressement, peu importe, dès qu'il y a eu l'ouverture d'une procédure, jusqu'à 3 ans pour la faillite personnelle et interdiction de gérer. Par contre, pour le comblement ou la responsabilité pour insuffisance d'actifs, c'est à compter de la liquidation judiciaire. En revanche, comme il est précisé, la faute de gestion, elle est imprescriptible. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait commis une faute de gestion 5 ans avant l'ouverture de la procédure peut se la voir reprocher, et notamment s'il a quitté ses fonctions. C'est-à-dire que, je prends mon exemple, en forçant un peu le trait, 5 ans avant, Monsieur X a commis une faute. Le voyant, eh bien, il s'est dit, je vais refiler le bébé à quelqu'un de ma famille ou quelqu'un qui n'est pas très regardant. Je m'en vais, je fais mes formalités, tout nickel. Et puis 3 ans après ou 4 ans après, la société dépose le bilan. Eh bien, si cet acte est relevé et qu'on considère qu'il a encouru aux difficultés de la société, bien évidemment, on pourra venir rechercher le dirigeant. Alors, non pas pour la gestion post, mais il faudra déterminer le passif qu'il a laissé au moment où il est sorti, et à partir de là, on pourra venir le rechercher. Et là, il n'y a pas de prescription. Donc là aussi, si vous êtes consulté, vous devez le savoir et le rappeler, parce que c'est un point important qui pourra donner lieu à sanction. Alors, bien évidemment, dans ce slide, pour être complet, on vous dit que bien évidemment, il faut qu'il y ait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et on va le voir dans quelques instants, qu'il y ait des fautes de gestion qui ont été répétées et qui ont contribué à cette insuffisance d'actifs. On a une première question, Vincent ou Oui. Rémi, mais je crois que vous avez en partie répondu. La RIA est-elle envisageable indifféremment à l'encontre du dirigeant de droit comme du dirigeant de fait? Ça, il me semble que la réponse c'est oui. Oui. En d'autres termes, la responsabilité du dirigeant de droit et de fait est identique. On peut répondre oui. Oui. Et alors là, pour le coup, ce n'est pas la jurisprudence, c'est le texte. Donc là, c'est très clair. On est parfois les premiers à dire que le texte n'est pas très clair, qu'il faut toujours aller chercher dans la jurisprudence, mais là, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, enfin, que j'ai parcouru 651-2, dit bien de droit ou de fait. Oui, moi je voudrais juste rajouter des événements qui nous sont souvent, on est vraiment confronté à ça, où on a un client qui nous dit je ne veux pas être gérant, parce qu'il a été interdit, parce qu'il n'a pas envie d'en prendre la responsabilité. Il a été interdit, on a droit au rebond, hein, mais c'est pas très bien. Non, mais ça peut arriver, mais puis oui. Il peut se dire, voilà, moi j'ai déjà eu un souci, je ne veux pas, et puis je veux mettre ma fille. Et puis on se rend compte que la fille, moi j'ai eu le cas vraiment en l'espèce, la fille en fait elle est étudiante, elle habite à Tourcoing. Voilà, il faut qu'on soit sensible et que les collaborateurs, normalement, ce n'est pas le juriste du cabinet qui va prendre cette décision. Il faut être super attentif à qui va prendre la gérance et pourquoi. Moi, quand j'ai un client qui me dit « je ne veux pas être gérant », ça m'interpelle tout le temps et je me dis « mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être gérant ?» Parce que quelque part, on se rend compte après qu'on a toujours affaire à lui. Donc, on est dans le cas d'un vrai gérant de fait.
Donc, ça répond un peu Bon, à cette... et ce qui est pénalement répréhensible. Hein. Bien sûr. Parce que ce que nous rappelle le parquet, et que moi, je n'avais pas forcément en tête, c'est que des fausses informations qui sont portées sur le CABIS, donc on dit que c'est Vincent de Carrière qui est dirigeant et en fait, c'est Rémi Gomez. Donc, on sait, nous, qu'on porte de fausses informations au CABIS, eh bien, c'est une infraction pénale. Donc, quelque part, quid de l'expert comptable qui fait les formalités en le sachant vous savez qu'en matière pénale, hein, la complicité, c'est comme l'auteur. Donc, oui. La prudence là-dessus. Tout à fait, parce qu'on va avoir du mal à dire, mais moi, je ne le connais pas. Quand on sait que le gérant habite à Tourcoing et qu'il est étudiant, c'est compliqué de dire « Ah, mais moi, non, il était là, mais il n'est pas gérant de fête. » On est quand même des professionnels du chiffre et du droit, qu'on le veuille ou non. Et l'ignorer, ça semble un peu dangereux. Et je voulais vraiment que vous appuyiez là-dessus, sur la complicité. On peut venir nous chercher, ne serait-ce que pour des fautes de conseil. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était dangereux? C'est toujours la phrase qu'on peut avoir. Bien sûr, la RIA peut être engagée à l'encontre d'un président d'une association, comme oui. vous l'avez dit tout à l'heure. En revanche, les membres du bureau, non. Sauf s'il y a une vraie complicité. Sauf s'il y a une présidence de fait. Une présidence de fait, absolument. Très bien. Et alors, dans l'exemple que vous citiez à l'instant, de la fille du dirigeant qui habite à Tourcoing et qui est étudiante, le paradoxe, c'est qu'elle pourra également être condamnée parce qu'elle est dirigeante sur le CABIS. Bien sûr. Donc, ce sera potentiellement la fille dirigeante, entre guillemets, de paille, et le papa qui est le véritable maître de l'affaire. Donc, finalement, les deux pourraient se retrouver l'objet d'une condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Ah ben l'un en gérant de droit, puisqu'il est sur le CABIS, il n'y a pas de débat, et l'autre en gérant de fait, parce qu'il intervient pour le contenu. Bon, et après, juste pour clôturer ce sujet de la gestion de fait familiale, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Bien sûr. Quand ça se passe mal, c'est un peu un drame aussi, parce que de voir que son enfant, qui n'a rien à voir là-dedans, se retrouve responsable d'une situation. Et condamné. Et condamné. Eh bien, c'est quand même, pour commencer sa vie professionnelle, d'avoir, parce qu'il y a quand même mention au casier judiciaire, hein, même si on n'est pas en matière pénale, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer sont mentionnées au casier judiciaire. Et pour certaines fonctions, alors l'interdiction de gérer, je crois que c'est pas sur le casier qu'on doit donner pour éventuellement être fonctionnaire ou autre. Ouais. Mais il y a plusieurs niveaux, mais la faillite personnelle, je crois qu'elle l'est. Donc, bon, voilà, enfin. Je pense que c'est quelque chose à éviter. Et la famille, c'est la famille. Les affaires, c'est les affaires. On est d'accord. Donc, sur l'ouverture de la liquidation, donc là, c'est un rappel de ce que je indiquais tout à l'heure. Donc, CASCOM de... L'idée de cette décision très récente du 8 mars 2023, c'était de rappeler très simplement que si, comme l'a rappelé Vincent, la prescription de l'action en responsabilité, c'est 3 ans à compter de la liquidation judiciaire, les fautes, quant à elles, peuvent être donc considérées comme imprescriptibles, mais on ne va évoquer que les fautes qui ont été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure. Et parfois, cette procédure de liquidation, elle a été précédée d'un redressement judiciaire qui ensuite a mal tourné et a été converti en liquidation. Et les fautes de gestion dont on parle, la Cour de cassation a rappelé qu'il s'agissait des fautes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure et donc potentiellement du redressement judiciaire. Peut-être sur les conditions de la responsabilité, Rémi ? Oui, alors très classiquement, là encore, on a le fameux triptyque une faute, un préjudice, un lien de causalité. Rien de bien nouveau. Simplement, cette action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, elle a voire en réalité plusieurs particularités parce que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, d'abord le premier sujet, c'est que la faute de gestion, ça n'est pas défini par la loi. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que, en termes de prévisibilité de l'action en responsabilité, il faut déjà définir ce que c'est qu'une faute de gestion. Ça, on va y revenir un tout petit peu plus loin parce que c'est très important de s'y pencher. Le deuxième sujet, c'est que le préjudice dont on parle, c'est la création ou l'aggravation de l'insuffisance d'actifs. Cette notion elle-même peut être l'objet de nombreux débats lorsqu'il s'agit du dirigeant qui a besoin de se défendre à cette action. Alors,
dans le passé, les dirigeants un peu malins se disaient moi j'ai un bon moyen d'aller contester cette action contre moi en critiquant l'insuffisance d'actifs, tout simplement en disant attendez, le passif qui a été déclaré, il n'est pas encore définitif. Donc, tant qu'il n'est pas définitif, comment je peux savoir quel est le montant total du préjudice que vous alléguez contre moi? Ce débat, il a été purgé progressivement par la jurisprudence dans la mesure où on considère que dès lors que l'insuffisance d'actifs est certaine, autrement dit, dans la vraie vie, à partir du moment où on sait qu'on a un passif privilégié qui est à peu près certain, à partir de ce moment-là, on considère que l'action est recevable. Ça, c'est sur le préjudice. Et enfin, le lien de causalité, là encore, c'est un débat très, très, très nourri sur le plan pratique et jurisprudentiel, puisqu'il s'agit du lien de causalité. Ce que la jurisprudence enseigne, très, très simplement, c'est ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. Ce principe, il a, en gros, qu'est-ce que c'est que le principe de proportionnalité? Il faut que chaque faute de gestion qui doit être démontrée puisse être rapportée à l'insuffisance d'actifs. C'est en quoi cette faute de gestion-là a créé une insuffisance d'actifs ou une aggravation de l'insuffisance d'actifs. Est-ce que le fait d'avoir poursuivi une activité déficitaire a conduit à un préjudice particulier, à une aggravation du passif de cette entreprise? Est-ce que le fait de ne pas avoir déposé le bilan dans les 45 jours, mais de l'avoir déposé 6 mois après, crée un préjudice pour l'ensemble des créanciers de l'entreprise? C'est un peu ça, cette question de proportionnalité. Et la dernière remarque de ce slide, c'était du coup de vous indiquer que comme de nombreux dirigeants qui se sont défendus et qui ont eu gain de cause ont réussi à faire sauter, entre guillemets, des condamnations, des poursuites contre eux, parce qu'ils arrivaient à démontrer qu'une faute n'était pas rattachable au préjudice, eh bien, tout ceci conduit progressivement les liquidateurs judiciaires à ne viser que 1, 2, voire 3 fautes maximum, celles pour lesquelles on est à peu près certain qu'elles existent et qu'elles ont conduit à un préjudice, alors que dans le passé, on pouvait assister à des demandes en justice dans lesquelles on avait un catalogue de fautes en se disant plus j'en mets, plus finalement le tribunal aura vocation à sanctionner. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui est efficace du point de vue du liquidateur judiciaire, c'est-à-dire l'évidence. Tout à fait, Rémi. Si on prend un exemple, Rémi, ça veut dire que ma société est en difficulté, je le sais, je continue à me verser un salaire. A priori, je ne suis pas allée faire ma DCP parce que sinon, je perds mes contrats, etc. Donc, je continue à me verser un salaire, ce qui fait que je continue à mettre la société en difficulté. Je vais générer un passif, ne serait-ce que par les charges sociales. Donc là, on a vraiment la faute, le maintien du salaire à des fins personnelles, le préjudice, qui va être de léser les administrations. Oui. Et le lien de causalité, j'ai aggravé le passif en générant un passif supplémentaire vis-à-vis des caisses. Exactement. Là, on l'a bouclé, et là, on peut… Voilà. Et je n'ai pas forcément besoin d'aller chercher 36 autres fautes de gestion. Je pourrais presque limiter mon action sur ce fondement-là et j'aurais de grandes chances d'obtenir satisfaction. D'où le danger. D'où le danger, voilà, parce que c'est comme le rappelait Rémi, c'est la jurisprudence qui construit donc ce droit assez complexe de la responsabilité du dirigeant, qui est, rappelons-le, aussi une préoccupation du parquet financier. On parle souvent du PNF sur le plan national, mais il faut savoir que les parquets financiers sont très actifs en région et ont une grande vigilance sur ce type de comportement. Et pour des raisons aujourd'hui que l'on comprendra tous, d'encombrement des tribunaux, de manque de moyens, eh bien, ça s'appuie beaucoup sur les tribunaux de commerce et les mandataires qui sont désignés par ces tribunaux de commerce pour monter des dossiers et amener des dossiers en sanction, sauf le cas de ce que je vous indiquais tout à l'heure, de faute postérieure. Mais en général, la quasi-totalité des dossiers sont suivis dans le cadre de mise en cause devant les tribunaux de commerce. Alors, Rémi vous a rappelé à juste titre donc la construction, la jurisprudence, le principe de proportionnalité. Maintenant, on va reprendre, Rémi et moi, chacun de ces points, notamment la faute de gestion qui a disparu de l'écran, qui,
je pense pas que vous devez le voir du coup. La faute de gestion, donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, n'est pas une notion qui est définie par le Code de commerce. Il se contente juste de parler de faute de gestion, mais comme on vous l'a indiqué, c'est un préalable à la mise en cause de tout dirigeant. C'est-à-dire que c'est la première condition à avoir, c'est la faute de gestion. Alors, c'est une notion assez large et je dirais que du point de vue du dirigeant et donc de ses conseils, qui est assez dangereuse parce que finalement, à partir du moment où l'intérêt social n'a pas été préservé, ou en tout oui, préservé, je crois que c'est le bon terme, eh bien, la faute qui en résulte peut être considérée comme une faute de gestion. Donc, le fait qu'en matière civile, on le verra tout à l'heure pour la faillite personnelle, interdiction de gérer, c'est-à-dire c'est oui ou non, j'ai déposé dans les délais, j'ai tenu une comptabilité, j'ai collaboré avec les organes de la procédure, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est oui ou non. En matière pénale, c'est pareil, j'ai détourné ou j'ai pas détourné l'actif, j'ai remis ou j'ai pas remis la comptabilité, c'est oui ou non. La faute de gestion, c'est pas oui ou non. C'est comme si on reprend l'exemple tout à l'heure de Colette, c'est j'ai continué une activité et au travers de cette activité, même si les temps sont compliqués, j'ai fait le choix de continuer. Et parfois, il y a des gens de bonne foi qui décident de continuer. Et donc, partant de là, eh bien, on se place sous le risque de se voir reprocher un jour une faute de gestion. Faute de gestion, c'est vraiment du point de vue du chef d'entreprise un des points très importants de risque. Et c'est pour cela que quand tout va bien, j'avais déjà insisté sur un précédent webinaire que vous avez organisé, Colette, d'essayer de se faire assurer quand tout va bien. Parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui le prévoient hein, dans le cadre des accompagnements dirigeants. Quand vous avez une entreprise qui fonctionne bien, c'est des choses qui sont tout à fait abordables, ou au moins de se faire assurer pour tout ce qui est la défense, la prise en charge des honoraires de l'expert comptable et de l'avocat. Expert comptable parce que souvent c'est une guerre des chiffres et donc il faut pouvoir consacrer un budget auprès de son expert comptable ou un expert comptable indépendant le moment venu pour pouvoir quand même démontrer que cette poursuite d'activité n'était pas aussi évidente que ce que veut bien critiquer la personne qui est en face. Et bien évidemment, il faut pouvoir se défendre et assurer bien la prise en charge des honoraires. Donc c'est un point souvent à rappeler auprès de vos clients. Donc cette notion non définie de la faute de gestion, alors du coup voilà, on est sur la bonne, ouais, voilà, elle est définie par les tribunaux au cas par cas. Et donc, on peut considérer que tout acte ou omission d'un dirigeant contraire à l'intérêt social, ce que je vous disais, peut potentiellement constituer une faute de gestion. Hein. C'est le peu potentiellement qui me semble être dangereux parce que contraire à l'intérêt social peut potentiellement constituer une faute de gestion. La jurisprudence exige en effet que les dirigeants se comportent dans la gestion des affaires sociales de manière prudente, diligente et active. Qu'aurait fait à sa place un dirigeant normalement avisé? C'est la question que va se poser un juge qui aura à trancher la question des fautes de gestion. Alors souvent, on vous dit, à juste titre, et on vous dira que ce contentieux est le contentieux des tribunaux de commerce essentiellement, donc d'anciens chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise en fonction, et donc qui ont quand même une notion de la gestion au quotidien, de la prise de risque et aussi de la gouvernance d'entité. C'est très vrai, c'est très juste. Mais n'oublions pas que lorsque nous avons des affaires un peu importantes et que ces affaires amènent à parler d'engagements financiers importants, des condamnations qui peuvent en résulter, qu'elles soient validées ou pas en première instance, souvent la difficulté remonte devant les cours d'appel. Et devant les cours d'appel, ce n'est pas tout à fait le même débat, parce qu'on change de type de magistrat. Et même si ces derniers font preuve et sont spécialisés dans le monde économique, on rentre sur un débat beaucoup plus juridique que celui que l'on peut avoir devant les tribunaux de commerce, qui reste un débat juridique, bien évidemment, mais avec une dimension et un regard de chef d'entreprise. La question de se dire qu'aurais-je fait à la place de ce dirigeant au moment où il a pris ses décisions.
il y a un regard un peu plus froid, me semble-t-il, en deuxième degré, devant les cours d'appel, et ce qui rend aussi la tâche assez complexe, notamment pour la défense des dirigeants, parce que, en fonction des dossiers, mais c'est vrai que la situation même de l'absence de définition fait que on a un spectre très large en termes de possibilités de mise en cause. Alors, comme on l'a également rappelé, on l'a introduit, enfin, on en a dit un mot tout à l'heure, il y a quand même un garde-fou qui a été introduit par le législateur en 2016, la loi dite Sapin 2, qui assouplit l'appréciation de la faute de gestion, parce que c'est un peu le contrebalancement de ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où c'est contraire à l'intérêt social, tout peut être considéré comme une faute de gestion. Et partant de là, il y avait une insécurité. Et vous savez que le droit, le livre 6, malgré les idées reçues que l'on peut avoir et la crainte que bon nombre de chefs d'entreprise en ont, ça reste quand même un droit qui se veut être efficace, rapide et sûr. C'est pour ça qu'il y a quand même des délais qui sont assez courts. C'est moins le cas en termes de responsabilité, parce qu'on parle sur 3 ans, mais tout ce qu'on vous a expliqué depuis le début de cette trilogie, par exemple, remonter la datation des paiements, c'est qu'un an, c'est quand même assez rapide, à l'ouverture de la procédure. Hein, donc, même pas en cas de conversion. Les conciliations, au maximum, c'est 5 mois. Enfin, oui, on est quand même sur des délais assez rapides. C'est un droit qui se veut être rapide et sécurisé. Si une conciliation est homologuée, on ne peut plus revenir sur les datations des paiements. Bref, il y a quand même un certain nombre d'éléments pour essayer de sécuriser ce droit. Et donc là, on est venu un petit peu contrebalancer cette incertitude parce que, notamment, c'est ce que l'on veut aussi rechercher, c'est l'investissement en France et le fait de permettre quand même que ce ne soit pas la loterie le jour où on est en difficulté, parce que, bien évidemment, et là-dessus, moi, je veux être clair sur cette approche, ce n'est pas parce que les temps ont été difficiles que, obligatoirement, on doit partir sur le principe d'une responsabilité. Et la loi Sapin donc, est venue assouplir l'appréciation de la faute de gestion en excluant le cas de la simple négligence. On peut peut-être, partant de là, Rémi, parler des fautes de gestion et des exemples de la jurisprudence? Bien sûr. Alors, juste avant ça, peut-être un mot pour vous dire aussi que du point de vue de l'égalité des armes, finalement, lorsque le dirigeant se retrouve confronté à une action en responsabilité et qui se retrouve donc devant le tribunal, on va apprécier les choses de manière un peu froide en se disant, ben voilà, il y a des règles, ces règles ont été violées, et donc, cher monsieur, chère madame, vous devez répondre de la violation de ces règles. Il manque alors à ce moment-là un aspect de contexte ou un aspect également humain, tout simplement. Et ça va être le boulot du dirigeant que de rappeler ces éléments de contexte pour essayer d'atténuer d'une certaine manière, par l'histoire de son entreprise, sa responsabilité. Il faut savoir aussi qu'à l'inverse, le liquidateur judiciaire qui va être le demandeur à cette action en responsabilité, parfois, son dossier est déjà constitué, il a tout ce qu'il faut pour aller initier cette procédure. Parfois, il lui manque des informations ou il lui manque des éléments, des chaînons pour cette démonstration. Et il dispose d'une arme qui est redoutable, qui consiste à demander au juge commissaire de la procédure la désignation d'un technicien qui, le plus souvent, est un expert comptable. Et ce technicien va être chargé de livrer une approche objective de la situation pour aider le liquidateur et donc ensuite le tribunal à qualifier ces fautes de gestion, parce que on apprécie précisément une violation de règles essentielles qui sont peut-être plus lisibles une fois que ce rapport du technicien a été établi. Et là, le dirigeant se retrouve confronté à cette double difficulté. Il arrive dans un univers qui lui est étranger et plutôt hostile, il faut se dire les choses, avec en face un rapport à charge qu'il aurait à défendre. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y a souvent une nécessité pour le liquidateur judiciaire, lorsqu'il est en demande, de se concentrer sur des fautes les plus faciles à démontrer. Parmi ces fautes les plus faciles, en tout cas les plus fréquemment
vu dans les tribunaux, dans les prétoires, eh bien, il y a évidemment l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal qui est de 45 jours. Et là, pour ne pas faciliter les choses pour le dirigeant, comme l'a rappelé Vincent tout à l'heure, il est possible parfois de faire reporter en arrière la date de cessation des paiements. C'est donc l'action en report de date de cessation des paiements. Et dans l'hypothèse où cette action prospère, eh bien, par définition, le dirigeant a commis une faute de gestion, puisque si il dépose et qu'un jugement est rendu le 1er janvier, on va apprécier sa faute au regard de la date à laquelle il a procédé à la déclaration de cessation des paiements. Mais si le tribunal a entre-temps, enfin, postérieurement à cette ouverture de procédure, remonté la date de cessation des paiements, ne serait-ce que 6 mois en arrière, eh bien, le dirigeant a donc manqué à son devoir de déposer une DCP dans les 45 jours, puisqu'il est absolument acté qu'il aurait dû le faire depuis 6 mois. Alors, ça fait l'objet du premier, c'était l'objet de notre premier module. Parfaitement formés. Ils sont parfaitement formés. Je vais juste rajouter une couche également du non-accompagnement à la déclaration, à la DCP de l'expert comptable, où là, vraiment, et j'ai encore eu une question pas plus tard qu'hier d'une consoeur qui m'a interrogée, le client ne voulait pas y aller. Et moi, je dis, dans ces cas-là, c'est ceinture et bretelles pour l'expert comptable. Monsieur, vous devez aller faire votre déclaration de cessation de paiement. Ça fait déjà plus de 45 jours. On est déjà au-delà du délai. Vous ne voulez pas y aller. Moi, vous allez m'écrire que je vous ai conseillé de le faire et que vous avez refusé de le faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. À un moment donné, il ne faut pas qu'on aille, nous, être complices. Justement, on est les sachants de ne pas accompagner, de ne pas donner ce conseil-là. Et le défaut de conseil pour la DCP, on risque de l'avoir arrivé de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un moyen de défense de nos clients, pour eux, devant le tribunal, de dire « Oui, mais moi, j'ai un expert comptable, je paye pour ça, il ne me l'a pas dit. » Donc, attention à ça, soyons vigilants. Et n'oublions pas, bien entendu, quand on accompagne quelqu'un, à la lettre de mission qui est spécifique à l'accompagnement du client en procédure collective. Pardon, je fais une petite parenthèse, parce que j'ai des informations au fur et à mesure. Et alors, toujours sur ce sujet de l'absence de déclaration de cessation des paiements et ce fameux délai de 45 jours, il faut redire et redire encore aux dirigeants qu'à compter de l'état de cessation des paiements, et même avant, s'il est prudent, il a toujours la possibilité, pour autant de ne pas dépasser ce délai de 45 jours, de solliciter la désignation d'un conciliateur. Les mesures de prévention ont dit, et je sais que Colette en est un ambassadeur très important, la prévention, c'est extrêmement important. Si le dirigeant a la possibilité de saisir le président du tribunal d'une demande de désignation d'un conciliateur, il faut le faire. Le fait, à l'inverse, de ne pas avoir recouru à une mesure de prévention alors que l'on est en cessation des paiements peut être, on le verra un peu plus loin, un cas d'interdiction de gérer. Donc, c'est vraiment un sujet fondamental. La deuxième faute de gestion classique que l'on observe dans les jugements de condamnation de dirigeants, c'est la poursuite d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, une forme de fuite en avant en quelque sorte. Tout à fait. Alors ensuite, on peut peut-être poursuivre sur la négligence. Donc ça, c'est quelques exemples. Oui, simplement pour rappeler que, comme l'avait indiqué Vincent tout à l'heure, dans la définition dans l'article qui prévoit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, il y a cette exception de négligence. Une simple négligence pourra permettre au dirigeant d'échapper à sa responsabilité. Il y a des jurisprudences qui sont assez fluctuantes sur la question de savoir si le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours peut ou ne peut pas être considéré comme une négligence. La tendance est plutôt de considérer que ça n'est pas un cas de négligence. Donc, vous avez le dernier arrêt qui laissait penser peut-être que ça n'était pas le cas, mais en réalité, la tendance est plutôt de considérer que si on tarde à déclarer dans les 45 jours, on ne peut pas s'échapper en disant que c'était une simple négligence. D'accord. Alors ensuite, on rentre un peu dans le détail et on a voulu avec Rémi aborder le cas de la rémunération, tout ce que l'on peut comprendre par rémunération fautive du dirigeant, du management. Et bien évidemment, le premier point de critique, c'est la rémunération excessive.
On a tous notre avis en fonction de notre sensibilité sur ce critère. Alors, la rémunération excessive, vous allez voir avec Rémi, on va aller un peu plus loin que ce point-là dans notre réflexion et en participant avec la vôtre de réflexion. Mais la rémunération excessive, ça reste un critère assez subjectif. Un président de la République disait qu'au-delà de 4 000 euros ou 3 000 euros par mois, que 4 000, je crois, on était des nantis. Donc, effectivement, chacun a sa vision des choses, mais quand même, entre professionnels du droit et du chiffre, on sait que tant de millions d'euros de chiffre d'affaires, tant de salariés, et puis tant d'investissements, il y a une rémunération qui, en général, est comprise entre 5, 15, voire jusqu'à au-delà de 15 000 euros, ça commence à faire beaucoup. Mais on peut comprendre qu'en fonction des responsabilités et des pressions, il y ait une rémunération à partir du moment où on est directeur général, président d'une société. Donc ça, on ne sera pas là pour dire cette personne gagne 4 à 5 fois ce que gagne quelqu'un un Français moyen, si vous voulez. Ce n'est pas le débat. La rémunération excessive, c'est vraiment la personne qui va avoir un salaire qui est déconnecté de la réalité. Je parle bien de déconnecté de la réalité. Et je dirais que même si nous, on en arrive à se dire, mais comment on peut avoir un tel salaire, vous-même, quand vous suivez les comptes et quand vous établissez parfois une fiche de paie, vous avez dû aussi vous poser la question. Je parle de rémunération excessive, pas de bonne rémunération. Donc, comme on l'a précisé avec Rémi, bien évidemment, en cas de difficulté, ça sera une faute de gestion, mais ça nous paraît être un cas assez marginal. Et d'ailleurs, ce qu'on vous propose comme réflexion au travers de ce slide, c'est de distinguer la rémunération du manager, ce dont je viens de vous parler, le fait d'être responsable de l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise, d'en assumer la responsabilité, les relations avec les banques, les autorités, les clients grands comptes, bref, ceci a un prix. Bien évidemment, sauf excès, ce n'est pas cela qui va poser débat. Par contre, il peut y avoir une politique de rémunération du dirigeant associé. Et là, on va parler de tout ce qui est distribution de dividendes, de stock option, de tout avantage que peut avoir un associé, alors même que la structure est en difficulté. C'est-à-dire, et ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, on distribue le N-1, et en N, si on a un tableau de bord et si on sait où on est, si on sait comment on pilote son entreprise, on sait peut-être que l'année va être un peu plus compliquée. À la sortie notamment du Covid, il y a eu des entreprises qui ont eu cette crainte-là, notamment celles qui ont eu pas mal d'aides ou autres et qui ont bénéficié de prêts PGE ou autres, qui ont fait que, alors ça ne rentre pas dans le compte de résultat, mais qui ont fait qu'il y avait une trésorerie assez importante et qui pouvaient peut-être pour certaines se permettre de pouvoir distribuer ou de faire des actes qui allaient privilégier les associés. Sachez que dans la rémunération que l'on regardera et qu'un expert, comme disait à juste titre Rémi tout à l'heure, pourra avoir, il y aura le distinguo, le salaire de base, le manager, sauf excès, ce ne sera pas soumis à discussion, sauf si ça fait 3 ans qu'on est en état de cessation des paiements. Hein, voilà. Mais bien évidemment, mais par contre, tous ces actes qui tournent autour de l'enrichissement du dirigeant ou de l'associé, au détriment de la conduite de l'entreprise et du paiement de ses créanciers, eh bien, seront là pour le coup des éléments qui seront difficiles à défendre devant la juridiction et qui entraîneront souvent une mise en cause de la responsabilité. Voilà comment on peut, si on doit résumer en quelques instants, mais avoir cette notion de rémunération fautive, donc l'excès d'un côté et le reste, le distinguo entre cette rémunération de dirigeants et cette rémunération d'associés. Ensuite, on peut peut-être passer, Rémi, à des exemples sur cette faute de gestion, sur cette rémunération dont je parlais. Sur la rémunération fautive du dirigeant, alors on a pris quelques cas. Il se trouve que ces 4 cas sont réunis dans un seul et même dossier qui existe vraiment. Un champion. Oui, un vrai champion. Donc, ça nous a paru utile
vous le présenter, ce champion. Donc, on a tout d'abord le cas du dirigeant prêteur. Donc, comme l'indiquait Vincent à l'instant, bon, là, pour le coup, c'est celui qui se rembourse au moyen du PGE. Bon, il faut savoir, vous savez évidemment que les banques, pour l'essentiel d'entre elles, dans le contrat lui-même de prêt, de garantie par l'État, prévoit une condition très clairement par laquelle il est interdit de remonter les fonds finalement et de se rembourser au moyen du PGE, parce que l'objet du PGE, c'était précisément pas vraiment de rembourser le compte courant de l'actionnaire. Donc nous, ça nous paraît évident, mais en préparant cette réunion, Vincent me disait qu'en plaidant un dossier de complément de passif, eh bien le dirigeant n'hésitait pas à trouver ça complètement normal que de se rembourser son compte courant avec son PGE. Donc c'était un débat qui était soutenu devant un tribunal. Ensuite, on a le cas du dirigeant prestataire de services. Donc, on a parfois soit des gens de bonne foi, soit à l'inverse des petits malins qui se disent, bon, bah, pour que ça ne se voit pas, je vais être à la fois dirigeant, mais je vais être également peut-être prestataire de services. Donc, je fais une convention d'accompagnement dans laquelle je fournis des prestations de conseil finalement à l'entreprise, ou encore des management fees. Et en fait, le cumul de tout cela, quand on épluche un petit peu le dossier, on s'aperçoit qu'une seule et même personne, sans véritablement qu'il y ait de distinction, perçoit plusieurs rémunérations pour une seule et même mission. Donc, quand on arrive à découvrir ce genre de choses, évidemment, ça fait partie de la composition d'une faute de gestion. Alors, le dirigeant qui se rémunère en appréhendant des actifs de l'entreprise, donc là, pareil, on a eu donc, dans un dossier le cas d'un dirigeant qui avait organisé une cession d'un actif stratégique de l'entreprise au bénéfice d'une autre société dont il était par ailleurs bénéficiaire économique, on va dire ça comme cela. Donc ça c'est déjà en soi critiquable, mais il en avait profité en plus pour monnayer un loyer entre la société initiale et celle dont il était le bénéficiaire, ce qui lui faisait gagner sur les deux tableaux. Et enfin, parce que c'est important aussi, on l'a dit tout à l'heure, il y avait une question sur ce sujet, le cas du dirigeant de fait. De la même manière, si on arrive à démontrer qu'une personne se comporte en réalité comme un dirigeant de fait, eh bien, les trois cas que vous voyez plus haut, potentiellement peuvent lui être appliqués. Et donc, il peut, de ce point de vue, être également poursuivi pour faute de gestion à ce titre. Alors, si on poursuit dans le cadre de cette matinée, la faute de gestion, maintenant, elle est mesure préventive. Alors, c'est intéressant parce que, rapide, hein, mais c'est intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé de la prévention. Et ça a fait l'objet donc de notre premier épisode de la trilogie. Donc, bien évidemment, et j'avais donné un arrêt à la disposition de l'ordre de la Cour de cassation. Là, on a pris un exemple de la Cour d'appel de Versailles, mais bien évidemment, le fait de recourir à un outil de prévention n'exonère pas de la responsabilité. Bien évidemment, ça va quand même aider, on va être clair, parce que notamment dans l'adoucissement et dans le fait de dire que le dirigeant a quand même pris un certain nombre de mesures, clairement l'ouverture d'un mandat ad hoc ou une conciliation vont être des éléments de nature à essayer d'exonérer la responsabilité du dirigeant. Mais le principe de l'ouverture, retenir, le principe de l'ouverture n'exonère pas la responsabilité puisque cela n'a aucun effet, notamment sur la cristallisation de la cessation des paiements. Le seul point, et vous le savez, on l'a déjà évoqué, c'est l'homologation par le tribunal d'un accord de conciliation qui fixe définitivement l'absence de cessation des paiements le jour où ce jugement est rendu, et donc on ne pourra jamais revenir en arrière. C'est le seul cas où cette mesure, mais qui a abouti à un accord et qui est homologué par le tribunal, qui a vérifié que cet accord ne préjudiciait pas à l'ensemble des créanciers sous le contrôle du ministère public. Donc, c'est loin d'être automatique, mais
je ne reviens pas sur ce qu'on vous a expliqué sur le premier épisode. Donc, on vous rappelle que, bien évidemment, l'ouverture d'une procédure amiable, même si c'est toujours de bon augure, n'entraîne pas une absence de responsabilité. Important de le dire parce que souvent, le dirigeant, il entend la musique qu'il a envie d'entendre. Mais vous m'aviez dit que… Oui, bien sûr. Ah. Bien sûr. Oui, Colette. Oui, on va avoir une question là sur un dirigeant qui finance par sa structure le BFR de stock d'une filiale dont l'activité est totalement différente et en conséquence va se démunir de sa trésorerie et accumuler l'endettement fiscal et social de sa propre structure. Faute, pas faute? Faute. Faute. Je pense que la question est tellement bien posée que… Que faute. Vous voyez, peut-être qu'un avocat, je dis ça parce que j'ai un à côté de moi, aurait pu dire dans le cas d'un accompagnement, d'une structure, vous voyez, mais là, je me démunis de mes fonds et je crée du passif dans ma structure pour privilégier une structure qui n'a rien à voir avec l'activité. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Hein, cher maître. Et d'ailleurs, on pourrait même aller jusqu'à envisager une action en extension de la procédure. Voilà. Voilà. Compte tenu des flux considérés comme anormaux entre les deux structures. Mais voilà, cet exemple, moi j'ai un dossier qui touchait du bois pour le dirigeant, qui est sorti, qui était en conciliation et qui est sorti. Mais pareil, on avait le financement d'une filiale en Afrique avec une comptabilité au Sénégal, donc sénégalaise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les livres de comptes sénégalais, bon bref. Et c'est vrai que quand vous présentez ça en comité au niveau des banques, ils ont fait tous des bons, ils nous ont dit parce que ça ressemblait un peu à la question qu'on vient d'entendre, rapidement, vous mettez fin à cette situation où on sort des discussions. Donc, le regard d'un banquier, vous avez eu le regard d'un mandataire, le regard de l'avocat, et je pense que s'il y avait eu un banquier autour de la table, ils auraient dit ça c'est un cas de non-discussion même, en cas de mesure amiable, c'est-à-dire évaporation de fonds, en plus il y a des dimensions de traque fin, bon bref, donc à éviter. Alors, on peut continuer à poursuivre parce que le temps se déroule. On a souhaité aussi vous parler des conditions de condamnation d'un dirigeant démissionnaire. Moi, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Rémi, est-ce que là-dessus, rapidement, tu vois quelque chose à rajouter? Non, la seule chose, c'est que lorsque le dirigeant a été soit démissionnaire, soit révoqué d'ailleurs, pour autant, sa faute peut néanmoins être recherchée, mais alors l'insuffisance d'actifs dont on parle sera celle au moment de son départ. C'est un peu le sens de la précision des jurisprudences qui sont citées. D'accord. On a une petite question pardon, sur la responsabilité d'un dirigeant qui vient en procédure avec un compte courant débiteur. Bon, pas bien sûr, mais la question c'est, si le compte courant est débiteur de 5K € ou de 50K € ou de 100K €, est-ce que le risque ou la responsabilité est la même? Alors, comme j'indiquais tout à l'heure, non, le risque n'est pas le même, premièrement. Mais bon, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que nous, notre rôle à nous, c'est d'accompagner quand même. Bon. Donc, le dirigeant qui a un compte courant parce que il y a des problèmes parfois, vous savez, de rémunération ou de défaut de justificatif, bref, ce n'est pas réellement de l'argent qui a été pris, mais on se retrouve mécaniquement avec un compte courant débiteur. Bien évidemment, soit on peut régulariser techniquement avec le concours de l'expert comptable, je le fais, soit, vous le savez, puisque vous avez présidé de nombreuses audiences sur ces questions en plus posées, soit mea culpa et la personne dit je vais rembourser sur un délai et le parquet aussi en général ne bouge pas. Tant qu'on est entre 5 et 50 000 € et que la personne dit mea culpa, je rembourse. Bien évidemment, si on commence à arriver avec des montants un peu plus importants et des flux financiers qui clairement étaient caractérisés au profit du dirigeant ou de structure, ça va entraîner en général la bombe atomique, c'est-à-dire des mesures d'extension et des mesures de sanction à l'égard du dirigeant. Voilà, il y a une gradation quand même, une proportionnalité, si je puis dire, dans l'examen. Et il y a la différence aussi si on est en redressement judiciaire ou si on est en liquidation. Si on est en redressement judiciaire, il y a d'autres intérêts qui priment.
c'est-à-dire c'est la survie d'entreprise, le maintien des emplois, le paiement des créanciers. Donc, si le dirigeant se dit, je m'inscris dans un phénomène de régularisation, je pense qu'après lui avoir dit qu'il fallait qu'il le fasse, les choses sont dites. Si on est dans une phase de liquidation, il faudra aussi qu'il régularise, mais on a moins d'autres notions économiques à mettre dans le balancier. Tout ça est une affaire de discussion et de bonne foi et d'accompagnement. On vient avec une explication, des comptes à jour et une reconnaissance et une demande de délai ou d'accompagnement. Ce qui me concerne, il y aura toujours un écho positif à ce type de discours. Voilà. Parce que qui n'a pas été confronté aux difficultés, qui n'a pas eu un moment de faiblesse dans sa vie, qui a, pour différentes raisons, n'a pas été obligé de se privilégier, parce que quand on dit se privilégier, c'est pas forcément d'aller s'acheter une Porsche ou une Ferrari. Non, on a, voilà, moi j'en vois tous les jours, hein, des gens qui sont vraiment dans la merde, et donc du coup, on dit, il fallait que je bouffe. Bon, il n'y a pas d'argument à dire à ça. Bon, donc effectivement, et je dirais moi le premier, tant pis si beaucoup de gens m'entendent, mais on a quelqu'un qui a un petit compte courant débiteur et que c'est vraiment pour des raisons alimentaires et qui le justifie. Moi, je passe à autre chose, quoi. Enfin, voilà. Donc, je peux dire que c'est vrai. Pour l'avoir vécu, c'est vrai que vous passez à autre chose. Donc, là, on a une question, par contre, où il n'y aura pas de débat, à mon avis, puisqu'on a déjà répondu à cette question, mais sur un webinaire précédent. En cas de redressement judiciaire, et là, je parle vraiment sous votre contrôle, avec une caisse importante, le risque, c'est le détournement de fonds, l'abus de biens et autres. Merci pour la question et merci pour ce rappel, parce que j'allais vous dire tout à l'heure sur le compte courant, ce n'est pas le cas de la caisse. Que je dis pour le compte courant et la souplesse, tout à fait. Elle n'est pas transposable à la caisse. Justement, parce qu'on se retrouve quelquefois avec des dossiers, on l'a vécu, hein, où on arrive avec une caisse avec 100, 150 000 euros et le débiteur dit non, mais je ne comprends pas. Souvent, il dit je ne comprends pas. Lui-même ne sait pas. Alors, on sait très bien que là, c'est vraiment de l'abus, j'allais dire de l'abus de biens. Et là, je crois qu'il n'y a pas de débat. Le liquidateur, le mandataire, va, là, pour le coup, et le parquet, vraiment grincer des dents. Ok. Alors, pardon, mais là, on va avoir d'autres questions. Super, on a des questions. Que signifie poursuite d'une activité déficitaire? Quels sont les critères d'appréciation? La poursuite d'activité déficitaire, c'est, comme son nom l'indique, hein, de poursuivre une. Enfin, déjà, les critères d'appréciation, c'est que je ne suis pas en mesure de payer les charges courantes et je continue mon activité. Donc, et à l'intérieur, donc à partir, donc techniquement, je suis en état de cessation des paiements, hein, puisque je ne peux pas payer mes charges courantes. Donc à partir de là, soit je prends une mesure préventive ou je ne rentre pas dedans et je prends des délais avec les organismes et un certain nombre de fournisseurs. Okay. Mais, et ça, why not? Ou je continue mon activité parce que j'attends un gros contrat, j'attends un acompte qui doit être versé, tout ça est entendable, mais ça reste quand même une situation fautive. Mais on va le voir tout à l'heure, comme il n'y a pas d'automaticité, ça ne veut pas dire que si je tente ma chance avec des critères objectifs, c'est-à-dire quand je tente ma chance, j'y crois et je sais que le mois prochain va être… Voilà. On reste dans un phénomène de poursuite d'une activité déficitaire, et ce qui peut venir le mettre au carré ou au cube et accélérer et virer, c'est OK, je peux plus payer mes fournisseurs et mes charges, mais pendant ce temps-là, je commence à payer mes loyers, continue à payer mes loyers de ma SCI, je continue à payer mes avantages, je continue à privilégier peut-être un fournisseur parce qu'il travaille aussi sur une autre structure que j'ai. Lui, par contre, je continue à le payer et je ne paie plus la TVA, je ne paie plus les charges, je ne paie plus… Voilà. Donc, c'est là où après, ça devient un examen de cette activité déficitaire dans lequel on décortique réellement. Mais si on veut s'arrêter à la définition, je parle sur le contrôle de Rémi, une activité déficitaire, c'est à partir du moment où je suis en cessation des paiements, je continue. Voilà. Mais aucune automaticité. Pardon, on a un petit complément de question là par rapport à la caisse. A priori, c'est un confrère qui reprend un dossier. Oui, il est confronté justement. Voilà, bon courage. Il n'y avait évidemment aucune observation dans l'attestation. Donc là, où on a une explication immédiate, où on dégage le client du cabinet, on ne fait même pas le bilan, on est bien d'accord. Ouais. Hein, on ne prend pas le risque de… Bah non. Ou alors, il y a vraiment une régularisation. C'est du prélèvement, c'est de la REM.
point à la ligne, on où il y déclare a la des explications, rémunération voilà, des explications à donner. Bon, voilà, enfin bon, c'est compris. On est d'accord. Il y a d'autres questions? Non, c'est juste une consoeur qui dit l'alerte doit être donnée sur la caisse immédiatement par l'expert comptable ou par le collaborateur qui doit faire immédiatement remonter à l'expert comptable ce type d'information. Bien Sachant entendu. que ça n'explique pas tout, mais je ne sais pas, je pense que c'est le cas chez les experts comptables, mais enfin, mais il faut pour toutes les activités qui peuvent être soumises à des discussions sur la caisse, il faut justement une caisse, non pas, il faut une caisse enregistreuse agréée, administration fiscale. Paulette, là-dessus, je pense que les diligences sont menées pour la caisse agréée administration fiscale co. Je pense qu'aujourd'hui, tous les experts comptables demandent Parce que nous, on le demande. l'attestation. Sur les activités dites à risque, on le demande. Nous, on le demande sur toutes les activités à partir du moment où il y a une caisse qui sert à établir la compta derrière. C'est quelque chose qui était moins répandu avant. Maintenant, je crois que c'est systématique aujourd'hui dans la profession. Dans la profession, j'en doute pas. Mais chez nous, avant, on ne demandait pas forcément. Maintenant, on le demande. D'accord. Voilà, ça fait partie des pièces que le parquet demande aussi quand on est une activité de bar, discothèque, n'en parlons pas. Donc, demande ces éléments-là dans le cadre de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation. Je dis juste au titre des éléments à produire. Et un confrère nous dit, attention, si la caisse n'est pas certifiée, c'est 7 500 € d'amende. Merci pour cette précision. OK. Et puis un rejet, je crois, de l'administration fiscale rejette… Si les écritures sont basculées, me semble-t-il, s'il y a des éléments qui viennent incrémenter la compta, oui. Si c'est un élément externe, je ne crois pas que la compta soit rejetée. D'accord. À vérifier, bien sûr. OK. Donc, pour poursuivre, Rémi, on a quoi, la faute de gestion et sa contribution. Donc, on l'a peut-être évoqué déjà. On l'a déjà évoqué, c'est sur le lien de causalité entre les deux. Et effectivement, pour rebondir sur la question tout à l'heure de la poursuite d'activités déficitaires, à partir du moment où on a tardé dans le dépôt et le passif, en réalité, a continué d'augmenter, la jurisprudence considère que cette contribution à l'insuffisance d'actifs est caractérisée. Voilà un petit peu le propos de cette slide. Et on arrive ensuite… je ne sais pas comment tu veux que l'on se… Comme tu veux, moi, si tu veux prendre… Là-dessus, on est… C'était surtout sur le… Je vais te le laisser, mais sur le fait, pour faire la transition, sur le fait que, pour vous indiquer depuis tout à l'heure, qu'il n'y avait jamais d'automaticité. Je pense Exactement. Que tu vas pouvoir juridiquement le mettre en explication. C'est exactement ça. Donc, on parlait tout à l'heure, on indiquait tout à l'heure que finalement, il n'y avait pas d'automaticité, qu'il n'y avait pas de définition à proprement parler de la faute de gestion, qu'il y avait une grande liberté d'appréciation du tribunal dans l'examen d'une faute de gestion et de sa contribution à l'insuffisance d'actifs. Alors, il est vrai que le vocabulaire de l'article 651.2 qui vise la responsabilité pour insuffisance d'actifs tend vers cela, puisque c'est une faculté de condamnation, tout d'abord, puisqu'il est indiqué que le tribunal peut entrer en voie de condamnation. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une infraction. On constate la réunion d'éléments caractéristiques et on condamne. C'est le tribunal peut. Donc, il y a une marge d'appréciation. Cette marge d'appréciation, elle est également liée aux critères de la contribution à la faute. Et enfin, le tribunal, même lorsqu'il a qualifié la faute et l'insuffisance d'actifs, eh bien, il peut librement apprécier la proportion de la condamnation et considérer qu'il condamne à la totalité ou à une partie seulement de l'insuffisance d'actifs. Alors, simplement pour compléter cela, et c'est encore l'objet de jurisprudence très récente, l'attitude du dirigeant, c'est encore une fois, c'était encore le lien avec la prévention, puisque c'est un peu le message subliminal de ce webinaire, une fois de plus, l'attitude du dirigeant et sa volonté de sauver son entreprise, c'est pris en considération. On a un arrêt du 8 mars dernier qui le rappelle très expressément. Et de la même manière, savoir ce que le dirigeant a déployé comme effort pour tenter de sauver son entreprise, ça peut être des démarches tendant à réduire sa dette, mais ça peut être aussi des démarches consistant à solliciter la désignation d'un conciliateur. Ces éléments-là sont très importants pour essayer de minorer
voire échapper à une responsabilité. Parfait, Rémi. Donc, on poursuit. Donc, le slide suivant, mesures conservatoires, sachez-le, vous l'aurez à titre de documentation. On a voulu être le plus complet possible. Donc, on peut prendre une mesure conservatoire, c'est-à-dire si on veut engager une action responsabilité contre un dirigeant. Et donc, c'est sa société qui est concernée par la procédure. Lui-même n'est pas concerné par la procédure, mais on considère qu'il a commis un certain nombre de fautes. Et donc, on peut prendre des mesures conservatoires. Et pour parler très simplement, une inscription sur sa maison ou n'en tire ses parts d'une SCI. Ça, c'est des mesures conservatoires qui sont prévues. C'est juste que vous sachiez que ça existe. Également, le président du tribunal, toujours dans ce fondement-là et dans cette approche-là, peut considérer qu'il nomme un juge pour dire Monsieur de Carrière a commis un certain nombre de faits répréhensibles. On va étudier, je vais nommer un juge pour qu'il étudie sa solvabilité pour éventuellement voir les mesures à mener dans l'intérêt des créanciers. On est sur le slide suivant. Donc ça, c'est les mesures techniques qu'on vous rappelle. Collecte, le 22. J'arrive, il faut juste que j'ai la possibilité de… éviction du dirigeant dans l'intérêt du redressement. Donc là aussi, on vous rappelle un texte. Lorsque le redressement d'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants. Donc ça, c'est à connaître aussi. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explications particulières. Le texte est suffisamment clair. À partir du moment où on considère que le dirigeant a été dans le spectre et qu'il est responsable des difficultés, mais que l'entreprise peut continuer, eh bien, le ministère public, en charge garant du monde économique, eh bien, de l'ordre économique, pardon, pas le monde économique, de l'ordre économique, eh bien, peut exiger que ce dirigeant soit purement et simplement remplacé. On va aborder maintenant, puisque le temps tourne, un point que l'on voulait voir avec Rémi également et Colette, c'est la deuxième partie du champ des responsabilités. Là, on vient de parler de la responsabilité pour insuffisance d'actifs. La responsabilité pour l'insuffisance d'actifs, c'est donc basé sur une faute de gestion. J'ai commis une faute de gestion, dirigeant de droit ou de fait, et donc je suis condamné à réparer cette faute au travers des explications qu'on vient de vous donner. C'est tout. C'est une décision pécuniaire. Il existe un deuxième effet qui se coule, si je puis me permettre, c'est tout ce qui concerne la responsabilité civile, personnelle, non pécuniaire du chef d'entreprise. Alors celle-ci est beaucoup plus massivement utilisée parce qu'elle vise à écarter de la vie, la phrase c'est écarter de la vie des affaires telle ou telle personne compte tenu eh bien, du dommage à la société qu'elle a laissé. Alors, vous avez une mesure de faillite personnelle prévue à l'article 653-2 du code de commerce. Donc, la faillite personnelle importe interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante ou toute personne morale. Donc, c'est purement et simplement la faillite personnelle. Alors, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une mise en liquidation. Ce mot de faillite, d'ailleurs, souvent le président Latreille, président du tribunal de commerce de Marseille, le rappelle. Ce mot de faillite est totalement obsolète lorsqu'on parle des procédures collectives. La seule résurgence que l'on a de ce mot, c'est effectivement en sanction. Et on parle de faillite personnelle dans le cas qui est ici à l'écran. Et qui condamne un détournement d'actifs, une absence de comptabilité, une poursuite d'activité déficitaire ou des actes dans l'intérêt du dirigeant. La faillite personnelle donc, vise purement et simplement à vous écarter de la vie des affaires, définitivement, pour une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans. Par contre, il faut savoir que là aussi, un peu comme la loi Sapin l'a introduit en 2016, un contrebalancier, la faillite personnelle, comme l'interdiction de gérer, dont je vais vous parler dans quelques instants, peuvent être relevées. C'est-à-dire que, et ça c'est l'ordonnance du 15 septembre 2022, a prévu que eh bien, le tribunal qui a prononcé la faillite, donc, Monsieur X, Madame Y a été condamné à 8 ans de faillite personnelle. Eh bien, si cette personne
un suivi, un nouveau projet et veut essayer d'être réhabilité dans le monde économique, elle peut saisir le tribunal et présenter un dossier. En général, il faut venir avec un diplôme, une formation, parce qu'un diplôme, une formation en gestion, enfin un CV qui démontre qu'il y a eu une prise de conscience, une préparation d'un dossier, un accompagnement éventuellement par un expert comptable au travers d'une lettre de mission en disant vous avez un projet de monter une affaire dans tel système ou tel niveau d'activité, je suis prêt à vous accompagner avec un suivi mensuel, bref, quelque chose d'assez pour que le tribunal puisse s'assurer que la personne, eh bien, cette fois-ci, fait les choses dans le bon ordre. Donc, faillite personnelle, 1 à 15 ans, la prescription, il n'y a pas de prescription pour les fautes, et l'action, c'est 3 ans à compter du prononcé de l'ouverture de la procédure, je l'ai évoqué tout à l'heure. L'interdiction de gérer, alors, c'est la suite, c'est-à-dire que la faillite personnelle comporte déjà l'interdiction de gérer, mais il peut y avoir un subsidiaire, et c'est cette interdiction de gérer qui est un degré moins fort de sanctions civiles personnelles. C'est-à-dire que le tribunal, comme on vous indique, l'article 653-8, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle l'interdiction de gérer. Alors, cette interdiction de gérer, elle vise là aussi à écarter de la vie des affaires tout dirigeant de droit ou de fait, mais par contre, pour aller à l'essentiel, elle vous permet d'avoir une activité à titre indépendant. C'est-à-dire que la personne qui voudrait exercer une activité en nom propre, indépendant, pour eh bien, avoir une micro-entreprise ou autre, eh bien, malgré l'interdiction de gérer, pourrait le faire. C'est-à-dire que, quelque part, c'est là aussi permettre au juge de dire oui, la personne a eu un comportement fautif, mais elle se présente au tribunal, elle donne des explications, elle indique aujourd'hui qu'elle elle est en freelance dans un club de sport. Je vous dis des exemples qui me viennent parce que je les ai vus, hein, c'est parfois le quotidien, ou livreur, ou enfin, ce type d'activité qu'on voit un peu. Eh bien, l'idée aussi, c'est peut-être pas de dire aux gens, bah, vous allez travailler au black, quoi. Donc, voilà, non, mais du coup, oui, mais si vous dites à quelqu'un qui peut rien faire et qui vous dit j'ai besoin de travailler Bien parce sûr. que j'ai des. Voilà, il faut aussi avoir ça à l'esprit. En tout cas, moi, c'est toujours une préoccupation que j'ai de dire oui, il faut de l'ordre, mais il faut aussi qu'il y ait une justice sociale au sein d'une vision économique. Donc, si la personne fait amende honorable, même s'il y a eu des éléments qui sont à sa charge, je pense que l'interdiction de gérer, en général, une bonne mesure pour permettre d'avoir eh bien, une mesure de gel temporaire de l'accessibilité à tous les mandats de gestion. Donc, vous comprendrez, faillite personnelle, quelque chose d'assez lourd, 1 à 15 ans. À la place, on peut prononcer une interdiction de gérer pareil de 1 à 15 ans. En général, si c'est une interdiction de gérer, on n'ira pas jusqu'à 15 ans, ce sera plus court pour les raisons que je viens d'évoquer, et on peut toujours conserver une activité. Ça emporte, pardon, juste une petite précision, mais si on est gérant multisociété, on est d'accord que l'interdiction de gérer, elle emporte partout, y compris sur les SCI. Oui. Donc, quand on a un client qui est frappé d'interdiction de gérer, il ne faut pas oublier de faire un changement de gérant pour les SCI. Alors, c'est vrai et c'est surtout pénalement répréhensible. Oui, puisque si on a une interdiction et qu'on maintient quand même l'activité de gestion, là, du coup, ça devient pénal. Oui. Et si vous, expert comptable, vous ne le savez pas, sauf erreur de ma part, vous ne faites pas partie des gens habilités, nous non plus, on ne l'est pas, hein, mais avoir accès aux fichiers des gens interdits de gérer. Donc, si vous l'êtes, là, c'est encore plus gênant pour vous parce que vous devez vérifier. Alors, quand on gère les sociétés il y a un fichier, qui vont avoir… Oui, bien sûr. Mais si on gère des sociétés et que derrière, on a des SCI et qu'on sait que c'est nos clients qui a une interdiction qui tombe, en général, on va être assez réactif. Ce qui peut arriver, c'est on a juste une société, on ne fait pas l'impôt sur le revenu, on n'a pas les SCI, on ne le sait pas. C'est un peu compliqué. Mais… il faut savoir quand même que autant la faillite personnelle emporte interdiction de gérer toute entreprise confondue, autant l'interdiction de gérer, c'est à la carte. C'est-à-dire que ça visera l'interdiction de gérer toute ou partie, puisque la loi prévoit une ou plusieurs de ces personnes morales. Donc ça aussi, c'est d'où l'intérêt de venir
de venir au tribunal et de s'expliquer et d'essayer d'avoir effectivement, comme dit Rémi, cette possibilité de conserver tel ou tel mandat pour des raisons bien spécifiques et expliquées au tribunal. Mais il y a différentes politiques, c'est-à-dire il y en a ceux qui ne viennent pas, il y a ceux qui envoient un avocat en n'y allant pas, il y a ceux qui n'y vont pas du tout, et il y a ceux, bon voilà, donc là aussi, de l'intelligence, de la préparation, et en général, ça paye quoi, hein, en termes de résultats. Que se passe-t-il par rapport à l'interdiction de gérer pour une EI à l'IS? C'est une entreprise individuelle. Oui, oui, mais. Il n'est pas gérant. Bah oui, donc, il n'y a pas d'interdiction de gérer particulière parce que c'est une entreprise individuelle. Si. C'est de la même manière? Oui, même manière. Et pourtant, c'est une entreprise individuelle? Pareil. Il y a une interdiction qui peut être prononcée sur le débiteur personne physique. D'accord. Mais là, d'accord, c'est une interdiction spécifique, on va dire. Oui, sauf s'il y a un ordre. Donc, EI peut amener parfois à avoir un ordre, infirmier, avocat, expert comptable. Voilà. Donc là, sachez que pour ces professions-là, parce que ça arrive que des professions libérales réglementées, médicales, juridiques, financières aient des difficultés, c'est rare, et ça arrive, sauf sur le monde médical, où c'est assez fréquent. L'ordre garde la main sur les sanctions. Donc tout ce qu'on vient de vous expliquer sur la partie la faillite personnelle, interdiction de gérer, c'est ça rentre dans le champ d'intervention de l'ordre qui est disciplinaire. Pas d'autres questions sur ce sujet? Pas pour le moment. Bon, Rémi, je te laisse enchaîner sur le slide suivant. On entre alors dans la dernière phase de cet exposé qui est finalement l'enjeu, les réflexes et la nécessaire vigilance de l'expert comptable. Cette première slide vous rappelle ce que vous savez déjà, c'est-à-dire les devoirs qui sont attachés à vos fonctions au quotidien et également l'importance, l'extrême importance de la lettre de mission, notamment dans un contexte d'entreprise en difficulté, puisque par définition, le dirigeant, peut-être que lorsqu'il est votre client, lorsque tout va bien, et puis les difficultés arrivent en cours de route, et c'est à ce moment-là que la lettre de mission doit avoir peut-être parfois appréhendé les hypothèses de travail pour l'avenir. Vincent, je ne sais pas si tu veux. Vas-y, je te laisse continuer là-dessus si tu veux bien. Alors, voilà, on a essayé de résumer cette slide en vous indiquant qu'il était important, d'une part, de connaître les mesures de prévention. Ça, je crois que grâce à Colette, cet exercice, je pense qu'il est accompli, puisque l'idée… je crois que c'est surtout grâce à nos partenaires qui sont venus animer nos webinaires. Et l'importance de connaître les mesures de prévention, c'est-à-dire en fait de savoir qu'elles existent, de savoir comment elles fonctionnent, mais encore et surtout de les encourager auprès des dirigeants qui sont confrontés à des difficultés lorsque c'est possible, c'est-à-dire lorsque l'on est éligible à ces mesures de prévention, c'est-à-dire soit je rencontre des difficultés, mais je ne suis pas encore en état de cessation des paiements, j'ouvre un mandat ad hoc, ou bien j'ai des difficultés, je suis déjà en cessation des paiements, et là, la conciliation peut se révéler être un outil très important. De la même manière, connaître les risques qui sont encourus sur un plan judiciaire par le dirigeant, et notamment ce qu'on a essayé de vous expliquer ce matin sur la responsabilité personnelle encourue par le dirigeant, du coup, en particulier avec les risques que vous avez pu identifier. Alors, on a mis en dessous une petite jurisprudence de 2020 d'une cour d'appel qui indiquait que l'expert comptable pouvait limiter la mise en cause de sa responsabilité dans sa lettre de mission, mais ça ne le dispense pas pour autant de son devoir général de conseil dont on va parler ensuite. Alors, Vincent, je vais rebondir parce que il y a un petit doute sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Enfin, une question. Une auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle avec un statut fiscal et social spécifique. C'est contradictoire avec ce qui a été énoncé tout à l'heure par rapport à l'interdiction. Alors, je ne sais pas ce qui a été annoncé, mais ce qui est sûr, c'est que pour répondre à la personne, c'est que
une entreprise enfin un entrepreneur individuel, quand on parle de lui, on parle d'entrepreneur individuel, il est soumis à responsabilité dans le cadre des sanctions qu'on a évoquées ce matin. Les sanctions s'appliquent aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, et s'appliquent aussi aux personnes en nom propre qui ont poursuivi une activité déficitaire, n'ont pas tenu. Alors après, s'il y a un statut spécifique, le statut fiscal n'a rien à voir, et le statut des obligations comptables a à voir. C'est-à-dire que si vous êtes soumis à des obligations allégées, on ne pourra pas vous reprocher la même chose à un dirigeant, à un gérant d'une SARL ou président d'une SAS qu'à quelqu'un qui est en micro-entreprise. Mais il n'en reste pas moins que avoir, notamment sur ce type d'activité, ne pas avoir déclaré la cessation des paiements, ne pas être allé au tribunal, ne pas être au rendez-vous avec le mandataire, ne pas avoir fourni les éléments, bref, ne pas avoir déclaré de salarié, tout ça, ça reste pleinement applicable, même à un statut de I. Non, c'était par rapport à la création possible d'une auto-entreprise, même avec une interdiction de gérer. Ah, ok, d'accord. Donc ça, entreprise, oui, c'est possible d'avoir une entreprise individuelle, oui, d'être en nom propre, avec une interdiction de gérer. On est d'accord. Ça, c'est, voilà. Ok, donc mais il y a peut-être une confusion dans la réponse. Donc si je suis gérant de oui, société… Oui, pour éviter de travailler le noir, tout à fait. Donc, ok. Je peux, on est d'accord. On marque ok. Très bien, très bien. J'avais juste un doute, donc voilà, c'est clarifié. Mais au moins, comme ça, c'est bien, on est sûr que… Je préfère qu'il n'y ait pas de doute. Alors, sur la vigilance, peut-être, sur la vigilance, pour clôturer un peu, puisqu'on est dans le timing. On est bon. Donc, l'expert comptable a évidemment, comme vous le savez, un devoir général de conseil. Ce devoir général, eh bien, il va s'étendre d'une certaine manière à d'autres disciplines. C'est la raison pour laquelle je vous indiquais tout à l'heure que le fait, y compris pour les hommes et les femmes du chiffre, de connaître les dispositions du Code de commerce et notamment celles relatives aux mesures de prévention, sur lesquelles j'insiste très lourdement. C'est important, ça relève aussi du devoir général de conseil et on vous a mis en bas de ce slide une formule qui nous est personnelle mais à laquelle on croit néanmoins, c'est qu'il est parfaitement envisageable que le conseil ou l'expert comptable voit sa responsabilité engagée au titre de son devoir de conseil pour ne pas avoir avisé le dirigeant alors même que cela était possible de l'existence d'une mesure, du recours à une mesure de prévention. La lettre de mission d'expert comptable, je te laisse aussi là-dessus. Oui, là encore, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très important parce que cette lettre de mission, elle délimite les contours précisément de la mission que vous avez acceptée à l'égard de votre client. Et je pense que parfois, cette lettre de mission n'envisage tout simplement pas le cas de figure de l'accompagnement du dirigeant d'une entreprise en difficulté et la suite. Donc, je pense que c'est peut-être intéressant de se dire que dans cette lettre de mission pourraient être évoquées les conditions dans lesquelles l'expert comptable accompagnerait l'entreprise dans le cadre d'une mesure de prévention ou d'une procédure collective, pourquoi pas, et ce, précisément pour anticiper les différents cas de figure et ménager l'hypothétique responsabilité au titre du défaut de devoir de conseil, même si en jurisprudence, je n'ai pas vu de cas à ce jour dans lequel l'expert comptable se voyait reproché par le dirigeant à défaut d'explication de devoir de conseil, mais néanmoins ce cas n'est pas du tout exclu. Ok, merci Rémi. Alors moi j'ajoute que cette attestation les remarques de Rémi, je partage les remarques de Rémi. L'attestation de l'expert comptable m'amène moi aussi à revoir un petit peu, à faire évoluer ma position, notamment dans tout ce qui est mandat amiable, puisque vous savez qu'on vous l'a indiqué avec Vincent Gilibert, on doit fournir une lettre de mission aux dirigeants qu'on leur propose d'accompagner et qui est un document qui doit être joint à la requête qui est déposée auprès du président de la juridiction dont dépend l'entreprise. Et moi, il m'arrive maintenant d'être très précis sur les obligations des uns et des autres, et notamment
en la matière sur le fait que, parce que comme j'ai pu le souligner, certains chefs d'entreprise viennent me voir sans leur expert comptable et je suis obligé d'insister pour avoir des réunions avec les partenaires financiers en la présence de l'expert comptable. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de propos, je ne généralise aucune personne et aucune pratique professionnelle. Bien souvent, j'ai aussi des experts comptables qui sont très présents aux côtés des dirigeants, c'est la majorité des cas. Et comme ça m'arrive parfois de ne pas avoir de répondant, je marque dans ma lettre de mission que moi, je me décharge, si vous voulez, de toute responsabilité et de tout échec dans cette conciliation si je ne dispose pas des éléments prévisionnels. Moi, les éléments prévisionnels par le management, c'est bien, mais je veux qu'ils soient challengés et vérifiés par l'expert comptable. Chacun son métier, chacun sa formation, et ce n'est pas dans un souci d'assurance, c'est dans un souci de performance. Je considère que les professionnels, c'est vous, et donc si derrière, je n'ai pas ces éléments-là, bah, on peut déjà passer pour un guignol vis-à-vis des partenaires, et ce n'est pas l'idée générale que l'on attend lorsqu'on prend une mission, et on peut essayer de faire des efforts sur certains aspects, mais transiger sur le professionnalisme, c'est pas quelque chose qui fait partie de mes possibilités. Et donc, bien évidemment, moi, je rappelle qu'il y a un certain nombre d'obligations et que la comptabilité et l'accompagnement ressort de la lettre de mission entre l'entreprise et l'expert comptable. Y compris pour les honoraires, parce que j'ai une question sur les honoraires. Comment on facture? C'est prévu dans la lettre de mission. C'est prévu dans la lettre de mission. Et plus la lettre de mission est détaillée et précise toutes les diligences à mener, plus on comprend qu'à la fin, il y a une rémunération pour ce suivi-là. Et on s'applique aussi. Parce que souvent, on va vous dire, on est en difficulté, mais vous me facturez. Oui, mais regardez tout ce que vous nous demandez de faire. Donc, il y a aussi une discussion à avoir. Et sûrement dire que par rapport à tout ce qui est proposé dans la mission et l'accompagnement, au final, le tarif est plus que raisonnable dans le cadre de cet accompagnement. Mais bien évidemment, les honoraires dans la lettre de mission. Là, on a déchaîné les foules. Donc, par rapport à ce devoir de conseil et notamment sur la session de paiement, on a un confrère qui nous dit, mais si on fait une attestation au moment où on remet le bilan, d'accord? C'est une attestation qui est jointe au compte. Si on signale l'état de session de paiement, est-ce qu'on peut être exonéré de toute responsabilité et dire, moi, j'ai joué mon rôle de conseil? Donc, la réponse est oui. Le fait de le mettre dans l'attestation. D'accord. Par contre, on va bien sceller les comptes et de façon à ce que l'attestation ne soit pas enlevée de l'alliage fiscal et des documents. Rémi a mis un mais, oui. Ah. Oui, mais. Je dis oui, mais parce que l'état de cessation des paiements, ça ne s'apprécie pas qu'au stade de l'élaboration du bilan. C'est un événement, en fait, dans la vie de l'entreprise qui peut intervenir à tout moment, puisque l'état de cessation des paiements, vous savez que c'est finalement la différence entre l'actif disponible et le passif échu de l'entreprise à un instant T. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je vous donne un exemple très concret, lorsque on vient demander l'ouverture d'une conciliation, le président du tribunal demande, parce que la loi le prévoit, une déclaration du dirigeant selon laquelle l'entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Mais parfois, il ne se satisfait pas de la déclaration du dirigeant et souhaite une attestation établie par l'expert comptable de l'entreprise pour se sentir à l'aise avec le fait d'ouvrir une conciliation dans un délai qui est conforme avec l'obligation légale et notamment les 45 jours. C'est la raison pour laquelle cette vérification de l'absence d'attestation des paiements, finalement, elle ne se fait pas qu'une fois par an. C'est un peu ce que je voulais dire. Je réponds quand je sais, je réponds. Alors, si on marque cela dans l'attestation, faux bilan. Alors, les comptes ne sont pas en valeur liquidative. Non, non, ce n'est pas un faux bilan que de dire que la personne est en cessation de paiement. Les comptes en valeur liquidative, c'est quand on doit… Ah oui, liquidatif, c'est quand on est en liquidation. On est en liquidation. Donc là, ce n'est pas un faux bilan. On va présenter les comptes. La cessation des paiements n'a rien à voir avec la liquidation. Hein, comme on l'avait déjà expliqué. Enfin, ça peut entraîner après derrière la liquidation, mais tant qu'un juge ou une assemblée générale n'a pas prononcé la dissolution de la société, vous n'êtes pas à l'obligation de présenter vos comptes
en version liquidative. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Alors, je réponds. Parce qu'on voulait clôturer. Sinon je suis désolée, on va déborder un peu. Après, ceux qui doivent se déconnecter le font, bien entendu, et je vous remercie de votre participation. Mais tant qu'on a des réponses, si vous avez encore quelques minutes à nous accorder. Nous avons parlé la dernière fois. Il ne semble pas à l'expert comptable de se prononcer ou non sur l'état de cessation de paiement. Moi, je suis moyennement d'accord avec ça. Je pense que l'expert comptable doit aider le client du cabinet à déterminer si oui ou non il est en cessation de paiement et s'il doit aller faire une déclaration de cessation de paiement ou pas. Et ça revient à étudier la DCP. Moi, je pense que en plus, la remise de documents sans analyse et sans explication pousse à l'intelligence artificielle et je dirais et au défaut d'avoir réellement le savoir-faire d'un professionnel du chiffre. Donc, moi, je serais peu enclin à soutenir cette position. Pour autant, on peut aussi dire, moi je suis expert comptable, je constate qu'à un instant T, il y a une situation difficile qui pourrait conduire à, vous voyez, chacun a sa sensibilité et sa personnalité. Il pourrait dire, qui suis-je pour dire que réellement, je suis sûr qu'au 31-12, au 30-09, voilà. Donc, votre situation m'apparaît être difficile, conduire peut-être à un état de cessation des paiements et je vous amène à, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion-là, à consulter un professionnel, avocat ou mandataire de justice, pour avoir un avis. Puis comme on l'a indiqué, l'ensemble des mandataires de justice de la place reçoivent ou font des visios dans le cadre professionnel gratuitement pour vous dire en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, avec un diagnostic, où vous en êtes. Voilà. Et si vous avez la possibilité de vous adjoindre un avocat spécialisé en la matière, c'est encore mieux. Mais après, bien évidemment, ça entraîne des coûts autres, mais c'est sûr que c'est encore mieux en termes d'équipe et de... Voilà. Bon, on me fait remarquer que l'expression est nuancée au conditionnel. Il y a des cas où il n'y a pas de débat. Le passif est tel qui pourrait être en état de cessation de paiement. Je crois qu'à un moment donné... Parfois, il n'y a pas de débat. Comment ? Parfois, effectivement, il n'y a pas de débat. Voilà, je crois qu'il y a des moments où il n'y a pas de débat. Il est en cessation de paiement, l'actif disponible n'est pas suffisant. Même si on ne reprend pas, si vous avez un doute quelconque, reprenez le premier module sur l'état de cessation de paiement qui est déjà en ligne sur YouTube et vous aurez vraiment... Et surtout, Colette, par rapport à ça, surtout, comme on l'a dit lors de ce module-là, quand on en est à se poser la question... C'est qu'on l'est. C'est qu'on l'est ou voilà. En tout cas, c'est qu'il faut faire quelque chose. Je suis entièrement d'accord. Si on se pose la question, faire quelque chose n'est pas très joli comme terme, mais en tout cas, mener une action. On a une question là qui a sûrement été abordée, je ne suis pas sûre. À quel moment une entreprise peut-elle licencier un salarié et bénéficier de l'AGS en cas de redressement judiciaire? Est-ce que c'est uniquement en cas de liquidation? Non. On l'a déjà évoqué, mais j'y reviens avec plaisir. Mais les éléments sont dans la plaquette module 2. Hein. En deux mots, en redressement judiciaire, à l'exception des salaires, en redressement, hein, c'est-à-dire depuis que le redressement a été ouvert jusqu'à la vie la plus longue de la société, on lui souhaite, tout est pris en charge par l'AGS, sauf les salaires. Et avant l'ouverture de la procédure, tout est pris en charge, y compris les salaires. Donc, je me mets en redressement judiciaire le 1er avril. Jusqu'au 1er avril, salaire et toute indemnité sont pris en charge. Compté du 1er avril, je suis en redressement judiciaire. Je paye tout. Je paye tout, mais si je licencie quelqu'un ou si j'ai un prud'homme, c'est pris en charge par l'AGS, sauf pour la partie salaire. Nous espérons avoir été clair. D'accord. Sur les comptes en valeur liquidative, c'était plutôt la position commissaire aux comptes. Oui, mais une fois que la société est dissoute, ou en tout cas que la liquidation a été prononcée, à minima. Oui, après, quand la liquidation est prononcée, c'est rare qu'on fasse des comptes de liquidation. C'est super rare. Hein. Enfin, alors, c'est super rare. C'est rare, mais... Ça peut arriver, mais... C'est obligatoire. Oui, mais... Non, mais je ne dis pas que... Mais c'est pareil pour nous. Hein. Enfin, là, on est... C'est-à-dire que c'est obligatoire et là-dessus, on pense que la liquidation nous dispense aux uns et aux autres, mais ce n'est pas le cas.
Je suis d'accord, mais dans la plupart Par contre, des le cas, commissaire aux comptes, lui, peut démissionner parce qu'il a des moyens de sortir dans le cas de liquidation, notamment sur le non-paiement des zonos. Voilà, mais bon. Je suis plus sûre que ça suffise vraiment. Mais en tout cas, sachez, commissaire aux comptes et mandataire de justice que je suis, il y a des obligations qui demeurent. Merci beaucoup. Je n'ai plus. Faut-il licencier avant l'ouverture de la procédure pour le paiement des salaires plagiés? Non. Non. Voilà, des salaires, non. Alors, attendez. Non. Quand on licencie, on ne paie pas les salaires. Quand on licencie, on paye les indemnités. Donc, les indemnités de rupture, la réponse, elle est non. Les salaires, la réponse, c'est avant l'ouverture de la procédure. Hein, comprenons-nous bien. Si je reprends mon exemple, 1er avril, ouverture, tout ce qui est avant le 1er avril, c'est bon. Passé le 1er avril, on prendra en charge les indemnités de rupture. Congé payé, préavis s'il n'est pas effectué, indemnité de licenciement et CSP. Par contre, les salaires, non. Très bien. Et là, je crois qu'on va arrêter parce qu'on a déjà débordé de. Alors, juste un dernier mot, Colette. Allez-y. Un dernier mot juste pour vous dire qu'on vous a avec Rémi, quand vous allez pouvoir parcourir le support, oui. On a développé à la fin également comment se prémunir d'une faute de gestion et comment se prémunir également de sa responsabilité, les vigilances liées à l'expert comptable. Donc, c'est les slides qui sont à la fin. Bon, c'est des synthèses, hein, donc la lecture vous amènera j'espère, un complément d'information. L'idée générale, c'est respecter les statuts, avoir une lettre de mission complète. Moi, je vois trop de dirigeants qui me disent combien vous avez fait de chiffre d'affaires en 2022, je ne sais pas, il faut que je demande à mon expert comptable. Où vous en êtes en mars 2023, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu mon bilan en 2022. Enfin, voilà, tout ce type de comportement que souvent les professionnels du chiffre subissent, hein, parce que c'est parfois les clients qui ne sont pas à la hauteur. Mais tout ceci amène à des situations qui peuvent être complexes. Donc, n'hésitez pas à vous reporter. Et avec Rémi, s'il y a des questions, on est toujours à votre disposition. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, maître de carrière. Maître Gomez, merci infiniment d'avoir accepté de nous accompagner pour les 3 modules et puis pour ce dernier module avec maître Rémi Gomez. Merci à vous tous d'avoir été aussi présents, aussi actifs. Et je vous dis à bientôt. Et si on a une autre idée de trilogie, on vous en fera part assez rapidement. Passez une très bonne journée et je vous souhaite une très bonne campagne fiscale. À bientôt.